Donc bonjour à toutes et tous. Bonjour Yannick Jadot, prenez un micro, tenez. Vous allez être avec nous pendant 1 heure et demie. Bonjour. Bienvenue donc dans ces rencontres Sciences Po Bordeaux Sud-Ouest, ici à Bordeaux. Et quelques mots pour vous présenter, même si bon, sur l'échiquier politique, on n'a aucune difficulté à vous situer maintenant. Avec l'expérience, il n'y aura pas de difficulté. Sénateur écologiste de Paris. Vous avez été aussi depuis 2023, je le précise, donc vous ne serez pas concerné par le renouvellement des parlementaires au Palais du Luxembourg en septembre prochain. Je vois Monique de Marco qui est ici sénatrice écologique, qui elle sera concernée, j'en dirai pas plus, on ne sait jamais. Là-dessus, vous avez été député européen pendant 14 ans. Vous avez participé à 2 élections présidentielles. La première en 2017, vous aviez fini par vous rallier à Benoît Hamon. Et en 2022, vous avez assumé le processus jusqu'au bout, en allant jusqu'au bout du premier tour avec 4,78% des voix. Et vous avez une particularité, c'est que vous avez expérimenté une mécanique et un processus dont on va beaucoup parler dans les prochains mois, c'est celui de la primaire. Vous en avez fait 2, vous en avez gagné 2 et aujourd'hui vous en êtes revenu. Je vous conseille à toutes et tous une excellente interview dans Sud-Ouest où Yannick Jadot explique pourquoi tout ceci est aujourd'hui une paresse et on va en parler aujourd'hui. Voilà pour ces quelques mots de présentation et pour vous situer Yannick Jadot, mais simplement c'est le principe sur ces rencontres Sciences Po Bordeaux Sud-Ouest, ce sont les étudiants qui sont à la manœuvre, c'est eux qui ont travaillé ce grand entretien. Et donc, en fait, moi, je vais leur laisser la parole tout simplement. Je vais leur passer les plats. Et on va commencer avec Léa tout de suite. Ça va se passer en 3 parties, 1 demi-heure chacune à peu près, grosso modo. Comme il y a beaucoup de questions, Yannick Jadot, je vous encourage à être synthétique. C'est aussi une des marques de fabrique de cette maison que vous connaissez bien. Voilà. Léa, c'est à toi. Bonsoir Monsieur Jadot, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Tout d'abord, pour commencer ce grand oral, nous souhaitions vous demander ce qui vous a personnellement amené à vous engager pour l'écologie, bien avant que ne débute votre carrière politique et bien avant que ce sujet ne devienne prégnant dans les débats. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Alors, comment je me suis engagé ou comment j'ai été intéressé par l'écologie ? En fait, moi, je suis né à la campagne, en Picardie, dans un village, à côté de la forêt. Et je crois que mon engagement écolo implicite, puisqu'il n'était pas formalisé, c'est la nature. C'est la beauté de la nature, c'est l'émerveillement de la nature, c'est voir une harde de cerfs et de biches dans la forêt, c'est d'écouter les oiseaux, c'est de faire du foot sur des terrains verts. Comme ma génération, la grande équipe, c'était Saint-Étienne. Pardon pour Bordeaux. La grande équipe, c'était Saint-Étienne. Il y a quelqu'un qui a sorti un bouquin là, sur l'épopée 76, dont on va fêter l'anniversaire des Verts. Ils sont là en finale de la Coupe des clubs champions, on disait à l'époque. Et il disait, pour moi, l'ange vert, ça a d'abord été Dominique Rocheteau avant d'être René Dumont. Donc c'est ça. Et puis c'est des lectures, évidemment. C'est la lecture des Racines du ciel, qui est pour moi l'un des plus beaux romans écrits, de Romain Gary. Je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas lu. Et c'est l'histoire, en fait, d'une personne qui fait campagne contre le massacre des éléphants en Afrique. Mais il sort des camps de concentration. Et pour lui, lutter pour la protection des éléphants, cet animal inapproprié à nos modes de vie, à la réduction de la savane, de la jungle, aux cultures, il est plus gros que nous. Et ben, défendre cette diversité, c'est au fond défendre l'humanité. Et il construit dans ce livre, qui est un magnifique livre, à quel point l'humanisme sans l'écologie, c'est finalement, ça finit toujours en dictature. Et donc c'est cette âme, ce supplément qui permet de mieux penser l'humanisme et la défense de l'humanité. Et puis je suis parti travailler au Burkina Faso, 2 ans avec les paysans. J'ai travaillé après 2 ans au Bangladesh avec les femmes dans les bidonvilles ou en grande pauvreté. Et dans ces pays-là, l'environnement, la vie dépend absolument des conditions de l'environnement. Il manque une pluie dans le Sahel et ça peut être la famine ou une pluie de trop au Bangladesh et c'est des inondations absolument dramatiques. Donc c'est tout ça qui m'a construit d'abord, mais
je voudrais dire à quel point la question du beau, la question de la beauté, devrait être une question beaucoup plus forte dans nos sociétés, parce qu'il y a derrière la beauté ou le beau une vérité, quelque chose qu'on partage, et on manque terriblement de partager des choses aussi essentielles. On poursuit avec Clara. Bonjour Monsieur Jadot, merci pour cette réponse. J'aimerais continuer sur toute autre chose. En 2002, comme on l'a dit, vous avez rejoint Greenpeace France afin d'en diriger les campagnes. Dans cette organisation, vous étiez plutôt dans une logique de militantisme et donc de confrontation, mais aujourd'hui en politique, vous devez négocier. Qu'est-ce qui est le plus efficace selon vous ? Les deux. Dans une démocratie, il n'y a pas d'un côté l'activisme, le militantisme, la revendication, la radicalité liée à la nécessité absolue de transformer la société. On voit bien dans quel état elle est. Et puis à un moment donné, si on veut la transformer, il faut mettre en place des politiques publiques, il faut orienter les comportements. Et ça ne se décide pas sans celles et ceux qui vont vivre ces transformations ou qui vont les porter. Aujourd'hui, on voit à quel point, quand on voit comment cogne le dérèglement climatique, quand on voit les injustices sociales, quand on voit l'affaissement de la démocratie, si on ne met pas de la démocratie partout, dans l'entreprise, à l'université, à l'échelle locale, de la démocratie délibérative avec les conférences de consensus, si on ne met pas de la démocratie absolument partout, de toute façon, la société va continuer à se crisper et ce seront les plus cons qui dirigeront notre pays. Et donc, pour moi, à un moment donné, si on veut transformer l'agriculture, par exemple, sortir des pesticides, vous ne pouvez pas le faire sans les agriculteurs. Donc il faut construire avec les agriculteurs les transitions. Il ne s'agit pas de lâcher la nécessité de transformation, mais plus la transformation est importante et plus vous avez besoin que les gens qui vont faire ces transformations les acceptent. Sinon, c'est la Chine ou c'est d'autres pays, mais c'est d'autres systèmes démocratiques, évidemment, personne ne souhaite. Et donc, il faut à la fois... une démocratie fonctionne mal s'il n'y a pas un cercle vertueux entre la démocratie participative, je l'ai dit, la démocratie en entreprise, la démocratie délibérative, la démocratie locale et la démocratie représentative. S'il n'y a qu'une des deux qui fonctionne, il n'y a rien qui fonctionne en fait. Et donc vous ne transformez pas un pays sans que les citoyennes et les citoyens en soient les acteurs. Voilà. Pour revenir juste, pour poursuivre là-dessus, sur la question de Clara, entre militantisme et négociation, si on prend Sainte-Soline, vous situez comment après les événements de Sainte-Soline ? Alors quels événements ? La question c'est, est-ce que c'est la gendarmerie qui a ordre de tirer et qui se complaît dans la violence vis-à-vis des militants ? Est-ce que c'est la question de l'eau ? Et d'ailleurs les tribunaux ont tranché en notre faveur en disant que ces méga-bassines n'étaient pas nécessaires, n'étaient pas légitimes, y compris au regard du droit européen. Est-ce que c'est une forme, et parfois je le regrette, parce qu'à Greenpeace, le principe de non-violence est extrêmement important. Est-ce que c'est une forme de complaisance qu'il y a aujourd'hui dans le militantisme vis-à-vis de certaines formes de violence du fait des reculs à tous les étages ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, au fond, vos histoires de non-violence, vos histoires de compromis, vos histoires politiques, aujourd'hui, ça ne nous fait pas avancer, donc on peut accepter une forme de violence dans l'engagement, y compris dans la politique. Pour moi, je pense que c'est une impasse absolue, mais c'est une impasse absolue, y compris parce que, au fond, votre question, si vous me permettez, c'est la violence liée à Sainte-Soline. C'est pas la question de l'eau liée à une situation aujourd'hui dans notre pays où on va manquer énormément d'eau. Et est-ce que cette eau doit être privatisée pour quelques dizaines de céréaliers, de producteurs de maïs, au détriment de notre consommation d'eau potable, au détriment de la nature, au détriment des conchiliculteurs, au détriment de tout le reste de la société. C'est la question, au fond, de la privatisation d'un bien commun. Et que le débat se résume finalement à la violence, montre en lui-même l'échec de l'utilisation de la violence pour
pour porter un débat de manière à peu près sereine dans la société. Merci pour la précision. Léa, on poursuit. Sur un plan beaucoup plus personnel désormais, comment est-ce que vous parvenez à concilier justement votre vie personnelle avec un engagement politique fort et une grande aussi exposition médiatique ? Alors le Sénat, c'est bien. Pour ça, je vais vous avouer, si on m'avait dit, quand j'ai commencé ma carrière militante, que je finirais au Sénat, je ne l'aurais pas cru, en vrai. C'est courtois, le Sénat. Ça ne vous a pas échappé, ce n'est pas l'Assemblée. Et vous êtes dans une période où le Sénat a repris quand même beaucoup de couleurs du fait de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Vous êtes dans une séquence où le Sénat... Mais la réalité, puisqu'on est dans un débat en toute franchise, la réalité, c'est que le Parlement aujourd'hui fait quand même beaucoup d'occupationnel. Puisque, comme il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, il y a très peu de projets de loi. Donc on travaille beaucoup, hein. Mais on travaille sur ce qu'on appelle des propositions de loi. Les propositions de loi, c'est ce que portent les sénateurs d'un côté ou que peuvent porter les députés. Et donc, en fait, souvent, on travaille beaucoup sur des propositions de loi qui finissent par être votées au Sénat, mais qui ne vont pas à l'Assemblée, qui ne sont pas reprises par le gouvernement. Donc tout ça, je vous rassure, ne modifie en rien votre vie. Mais ça ne devrait pas être rassurant, à part quand c'est la loi du plomb, parce que ça, c'est une loi qui est allée jusqu'au bout. Donc voilà, on s'est battu. Donc voilà, ça pour dire comment on travaille aujourd'hui. Après, j'ai aussi évolué dans mon engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant quelques années, c'est vrai que je n'ai pas arrêté. Vous citiez 2017, donc j'ai commencé à être candidat. Après, ça a été la campagne des européennes de 2019. Et puis, comme on était dans une phase assez forte de l'écologie politique, ça marchait bien partout. Comme malheureusement, dans notre façon de travailler, on a quand même un défaut profond, c'est notre incapacité à avoir 10, 15 porte-parole reconnus de l'écologie politique qui se partagent l'exposition médiatique, qui se partagent l'engagement. Donc pendant des années, j'ai été un peu le seul porte-voix de l'écologie politique. Donc c'est vrai que vous n'arrêtez pas. Vous ne pensez pas tous la même chose non plus. Oh non, ça c'est taquin, ça. On va y venir après. On va y venir après. Mais donc du coup, en réalité, vous faites beaucoup de médias, vous faites 2-3 matinales par semaine. Moi, j'étais parlementaire européen, et je travaillais, donc c'était Bruxelles ou Strasbourg. Vous faites les campagnes, parce qu'en France, on est toujours en campagne. Donc c'était assez lourd. Mais maintenant, quand j'ai une réunion au Sénat à 9h, je pars de chez moi en vélo à 9h moins le quart. Donc ça change ma vie, et puis je dois le dire, j'ai un peu, par désir profond, rééquilibré ma vie personnelle. Alors mes enfants m'en veulent un peu, parce que maintenant qu'ils sont adultes, ils trouvent que ça n'a plus beaucoup d'importance que je sois moins occupé. Mais voilà, ils m'en ont voulu, et puis vous voyez moins vos amis, et puis vos couples sont compliqués. Clara. Justement, on parle du Sénat. Comme on l'a dit, vous êtes sénateur de Paris depuis 2023. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment s'articule une journée type de sénateur ? Et est-ce que vous regrettez celle d'un eurodéputé ? Alors, je l'ai dit, du point de vue de ma vie personnelle, non. J'avais besoin de baisser. Et puis bon, je suis sorti d'une élection présidentielle un peu rincée. Hein. On va pas se raconter d'histoire. C'est dur, une élection présidentielle. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il ne suffit pas de faire 5 grasses mat d'affilée pour se remettre d'aplomb. Ça prend 1 an. Hein. Et puis bon, ça a été une déception. On va pas se mentir. On espérait faire beaucoup plus, mais c'est le système électoral français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le vote utile, il y en a un qui prend l'ascenseur et l'autre qui prend le toboggan. C'est comme ça. Vous avez fait plus que la candidate du Parti socialiste ? 3 fois plus. Énorme. Non, les écologistes n'ont jamais fait autant de voix à une élection présidentielle. Voilà, mais on était parti pour faire vraiment autre chose. C'est comme ça. Bon, c'est pas forcément le thème de ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais aussi besoin de prendre un peu de souffler un peu. Alors, typiquement là, cette semaine, puisqu'on a quand même eu 3 semaines de suspension pour faire les campagnes municipales.
Là, on a démarré. Moi, je travaille sur notamment les aspects énergie, sur les aspects logement. Donc là, on va régler le problème des barrages et de l'hydroélectricité dans notre pays, puisque depuis bientôt 15 ans, il y a un contentieux avec la Commission européenne là-dessus. Donc on va changer le statut des barrages et d'EDF pour être sûr que les barrages restent sous contrôle public. Ça, c'est un des thèmes de la semaine. On a aussi un dossier sur le logement. Grand sujet trop souvent tu de nos sociétés. Le logement, c'est l'intimité, c'est la dignité. C'est souvent le premier poste des dépenses. Et en tant qu'étudiant, vous le savez bien, les difficultés à se loger et le coût des logements. Et en fait, étonnamment, dans notre société, peut-être parce que c'est justement un sujet d'intimité, de dignité, il n'est pas forcément exprimé comme tel. On va parler pouvoir d'achat, on va parler facture, on va parler des difficultés de déplacement, mais pas forcément d'aborder en direct la question du logement. Et ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'il n'y a pas eu de grande loi sur le logement. On a 3 millions de familles qui attendent un logement social, l'effondrement de la construction du logement social, l'explosion des prix des mètres carrés, que ce soit en location ou en accession à la propriété. Et donc là, on continue à travailler là-dessus. Quoi d'autre Je regarde mon équipe, là, on a quoi On va avoir la fin de vie qui a été reportée, qui devait être la semaine prochaine, qui est un peu reportée, parce que le Sénat, est, comme vous le savez, est quand même assez réac. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on a un sujet qui n'est pas pour vous, mais qui, ça fait pas si longtemps, aurait pu être pour vous, qui est l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et le débat sur l'interdiction du téléphone portable au lycée, qui est je trouve, un beau sujet de société sur nos addictions, sur la façon dont un certain nombre d'Ampoli appelle les ingénieurs du chaos organisent la destruction de la démocratie à leur grand profit. Là, vous avez une position arrêtée déjà sur ces questions-là, vous savez. Eh ben, on est partagé sur ces sujets-là. Avec Monique, on en a encore discuté mardi avec le reste du groupe, parce qu'en fait, on est tous conscients que ces algorithmes sont vérolés, qui sont construits pour nous bousiller la tête et tuer la démocratie. On le sait. Il n'y a pas besoin de voir l'image de l'élection de Trump avec tous les géants de la tech à côté de lui. Ils sont construits autour de la contre-culture. Aujourd'hui, c'est quand même la cancel culture. Ils sont néo-nazis, ils sont transhumanistes. Enfin, c'est vraiment... Bon, bref. Donc, on a bien conscience que l'enjeu majeur, c'est à la fois contrôler les algorithmes, les réguler, les encadrer, ce qui, évidemment, n'est pas facile. Et ça patine du point de vue de nos réglementations, de l'encadrement. Deuxièmement, à partir du moment où tout le monde utilise aujourd'hui les smartphones et les réseaux sociaux, il y a un énorme enjeu d'éducation, de réapprentissage. C'est un peu compliqué d'interdire le smartphone à des enfants quand vous-même vous êtes H24 dessus. Bon, donc on a tous une part de responsabilité. Mais mon avis à moi, c'est que dans des cerveaux en construction, il faut bien commencer quelque part. Et comme je ne vois pas demain l'Union européenne réguler et encadrer l'ensemble des algorithmes, pour ma part, je pense que oui, il faut aller vers l'interdiction, comme en Australie, comme ailleurs. Ça sera un peu contourné, tout ça, mais il faut mettre un pied dans la régulation des réseaux sociaux pour des cerveaux qui se construisent. Voilà. Merci pour la précision. Léa, on poursuit. Oui, alors pour revenir un peu sur l'écologie, on aurait aimé savoir si vous aviez des habitudes écologiques que vous mettez en place dans votre quotidien et quelle est la place de la responsabilité individuelle dans la lutte pour l'écologie, selon vous. Alors, je suis venu en train et à la gare, il y avait un taxi, c'était un gros SUV. Voilà, bon. Après,
Moi, j'essaye effectivement de moins prendre l'avion de temps en temps pour des raisons professionnelles. Voilà, on prend l'avion, c'est réduire notre consommation de viande. Moi, je ne suis pas végétarien, mais je consomme moins de viande parce que l'impact de la viande est un des premiers quand même émetteurs de gaz à effet de serre. Voilà, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir à titre individuel. Après, il ne faut pas se tromper. Si on ne fait rien individuellement, si on est prêt à rien faire individuellement, il ne se passera rien. Mais si tout le monde agissait à titre personnel de manière idéale, c'est 25% de la solution. 75%, c'est les politiques publiques. Donc, il ne faut pas se tromper sur... Et quand on voit, au fond, dans le cycle de l'écologie dans lequel on est, que je décris dans mon livre, c'est-à-dire qu'en fait, on a quand même beaucoup misé sur les comportements individuels, la responsabilité individuelle, et chacune et chacun en a conscience. Et quand vous faites toutes les enquêtes, franchement, les gens sont prêts à agir. Mais pour les citoyens et les citoyennes, c'est pas comme les États. Les États, si on résumait, c'est caricatural, c'est simpliste. Mais c'est quand on veut, on peut, en vrai. Bon. Si on voulait dans notre pays faire des renouvelables plutôt que du gaz, on pourrait le faire. Bon. Si on voulait accompagner la transition vers l'agroécologie, on pourrait le faire. Ça prend du temps, ça prend des moyens, mais on pourrait le faire. Si on voulait rénover les logements des gens les plus en difficulté ou les lieux scolaires, on pourrait le faire. Donc c'est quand on veut. Pour les citoyens, à part pour une partie de la population qui, au fond, a les moyens de payer plus cher pour être vertueux, pour la grande partie de nos concitoyens, c'est quand on peut, on veut. Si on n'arrive pas à, aujourd'hui, transformer nos politiques publiques et la façon dont on raconte l'écologie pour intégrer le quotidien, le vécu et le territoire, on n'y arrivera pas. Donc, tout ça pour dire, quand je disais, c'est 75% sont des politiques publiques. Pendant longtemps, les écologistes sont les alliés de la science et on a été dans l'alerte, la conscientisation de dire il faut agir tellement c'est grave. Et c'est une question morale, avec un M majuscule. La survie de l'humanité, la survie du vivant, les générations futures, c'est une belle question morale. Mais reconnaissons que dans la situation d'aujourd'hui, quand la première préoccupation de nos concitoyens, c'est se loger, c'est le pouvoir d'achat, c'est se déplacer avec la guerre, le machin, le truc, la question morale ne suffit pas. La question de la responsabilisation devient trop vite une question de culpabilisation. Et ça, dès que vous franchissez la ligne, vous passez de la responsabilité à la culpabilisation, vous avez perdu tout le monde. Et puis reconnaissons qu'il faut adapter le discours écolo. Si je vous raconte comme ça, vous êtes attentif, vous êtes là, c'est sympa. Bon. Mais je vous dis, imaginez, je suis le matin à la radio, et puis je vais vous dire, waouh, ce matin, hier, on a dépassé la 7e limite de la planète. Alors là, vous êtes en train de prendre vos petits déj, vous dites, waouh, merde, on a passé la 7e limite de la planète. J'ai pas bien vu la différence entre hier et aujourd'hui dans ma vie quotidienne, mais s'ils le disent, c'est grave. Bon, faites un truc entre spécialistes écolos, personne ne sait quelles sont les 9 limites de la planète. Hein. Mais on en parle quand même. Ça dit aussi quelque chose de notre difficulté à raconter. Donc on a dépassé la 7e limite de la planète, et puis l'enjeu quand même c'est le climat. Donc pour résoudre les problèmes du climat, on va aller vers la neutralité carbone à 2050, mais pour aller vers la neutralité carbone à 2050, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc il faudra négocier très vite au niveau européen 90% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2040. Et puis vous savez, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut s'affranchir des engrais, notamment des engrais russes. La France est le premier importateur européen d'engrais russes qui finance la guerre en Ukraine. Et on va agir sur le bâtiment, on va agir sur les transports. Donc en fait, quand vous avez raconté votre histoire, vous avez perdu tout le monde. Il n'y a plus personne qui vous écoute. Quand vous arrivez à la question du logement. À l'inverse, si on commence à dire, bon, en fait, on va s'occuper de votre logement. Non seulement on va construire du logement social de qualité, on va faciliter le parcours résidentiel, on va construire des logements pour les étudiants,
Et puis en fait, on va les rénover. Parce qu'en les rénovant, on aide le pouvoir d'achat. Et celles et ceux qui ne peuvent pas payer, eh ben, c'est à ça que ça sert le public, l'emprunt public. On va vous aider pour que ça soit possible. Et donc, vous allez vivre mieux dans votre logement. Fini le froid l'hiver, fini d'étouffer l'été. C'est un enjeu de santé, c'est un enjeu, encore une fois, de dignité. Et puis, en faisant ça, donc, vous allez économiser. C'est bon pour le pouvoir d'achat. Et puis, en plus, vous savez, c'est des artisans d'à côté de chez vous qui vont s'en occuper. Et puis en important moins, en changeant votre chaudière à gaz pour une pompe à chaleur, en plus on n'importera pas ni de gaz russe de Poutine, ni de gaz américain de Trump. Et puis en plus à la fin, c'est bon pour le climat. Vous voyez que, au fond, c'est ce que j'appelle, alors excusez-moi, je suis un peu long, mais voilà, c'est ce que c'est. Il y a le Premier ministre canadien, il y a 15 ans, 10 ans, il était patron de la Banque centrale anglaise. Britannique. Bon. Peu importe. Il a explicité un concept qui est vachement intéressant, qu'on appelle la tragédie des horizons. C'est-à-dire qu'en fait, il racontait que dans la finance, comment vous arrivez à concilier le fait que le dérèglement climatique, si vous agissez maintenant, c'est pour des effets à long terme, et comment vous intégrez ça dans des décisions de court terme. C'est ça la tragédie des horizons temporels. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous arrivez à convaincre de transformer maintenant vos comportements pour modérer, parce qu'on ne reviendra pas en arrière, pour modérer le dérèglement climatique dont on perçoit les conséquences, mais si on agit maintenant, c'est quand même avec des effets à moyen long terme. Et il disait notamment la tragédie des horizons, ça s'applique parfaitement aux élus. Vous êtes élu 5 ans, vous prenez des mesures qui peuvent être contraignantes sur la circulation automobile, sur la rénovation des logements, sur la transition de l'agriculture, sur voilà. Mais en fait, vous ne bénéficiez pas des effets de vos mesures pendant votre mandat. Donc ça, c'est la tragédie des horizons. Et bien, selon moi, il faut qu'on transforme complètement notre approche des politiques publiques écolo pour intégrer, non pas simplement de la morale, mais ce que n'ont jamais réussi à faire les écologistes, les intérêts particuliers. Mais dans une dynamique de bien commun, vous voyez bien ? Et c'est vrai que pour nous, les écolos, alors peut-être ça vient aussi de qui nous sommes, de quel milieu nous venons, de notre culture, de nos liens sociaux. Mais c'est vrai que pour nous, pendant longtemps, les intérêts particuliers, c'est un peu sale, puisque l'enjeu est moral. Donc les intérêts particuliers, c'est un peu sale. Les intérêts de court terme, bon. Mais en fait, si on ne fait pas ça, dans le monde d'aujourd'hui, on perd tout le monde. Je veux dire, si on ne fait pas la question géographique, si on ne fait pas la question sociale, si on ne fait pas la question temporelle, si nos politiques ne sont pas efficaces maintenant, ici et pour vous, eh ben justement, on va poursuivre sur ce thème-là. Léa et Clara, pour tenir notre horizon, nous, du timing, on va enchaîner avec vos camarades et la partie 2. Et si j'ai raté beaucoup de choses ? Non, on est presque bon. Il y a des questions, oui et non. Si, l'éco-anxiété. Voilà. Ah, l'éco-anxiété. Eh ben, pendant que vous vous installez, qu'on fait le changement de plateau, venez. Quelques mots sur l'éco-anxiété. Vous savez, j'étais ce matin à l'hommage à Lionel Jospin. Allez, Maxime. Alors pour vous, c'est de l'histoire politique. Pour ma génération, ça reste la nostalgie d'une gauche avec des figures importantes qui a agi. Ça a été les 35 heures, ça a été le Pacs, donc ce qui précédait le mariage pour tous, ça a été la CMU, bon bref, toute une série de réformes qui aujourd'hui, reconnaissons, auraient du mal à passer. Bon. Mais je me disais, quand même, ces années 90, vous n'avez pas de bol, en vrai. C'était des années on est nostalgique parce que c'était aussi des années d'un incroyable optimisme. C'était la fin du mur de Berlin, et pour nous, ce n'était pas la victoire du marché, c'était la victoire de la démocratie. La gauche gouvernait les États-Unis avec Bill Clinton. C'était Lionel Jospin, c'était Felipe González en Espagne, c'était Tony Blair en Grande-Bretagne, c'était Schröder en Allemagne. C'est-à-dire que l'Occident, si on fait court, était dirigé par la gauche.
C'était toutes les grandes conventions des Nations Unies sur la biodiversité à Rio en 92, sur le social, sur le droit des femmes. Ce que je veux dire, c'est que c'était la naissance de l'altermondialisme avec la naissance des réseaux sociaux. Donc il y avait un optimisme dans notre combat qui était incroyable. On a perdu face au libéralisme. Et des années 90, ça a été le combat contre le libéralisme. Et il y avait un optimisme. Et je pense que la nostalgie autour de Lionel Jospin, ce n'est pas simplement ce qu'il était lui, ce n'est pas simplement ce qu'il a réalisé avec son gouvernement, c'était l'optimisme. Et vous, ce n'est pas simple. On est dans un... Regardez le paradoxe d'aujourd'hui. Vous avez des dictateurs d'extrême droite qui font des guerres. La Russie, Poutine avec l'Ukraine. Trump n'est pas un dictateur parce qu'il faut espérer que les États-Unis soient encore une démocratie et que les élections de midterm vont avoir lieu. Mais enfin, reconnaissons que s'il pouvait, il serait un vrai autocrate d'extrême droite. On peut parler évidemment de Netanyahou aussi. Et en fait, ils font des guerres. Ils sont climato-sceptiques. Donc en fait, ils organisent notre addiction au pétrole. Ils font des guerres, parfois des guerres du pétrole, souvenez-vous de l'Irak, et en tout cas là, des guerres qui ont un impact majeur sur l'approvisionnement en pétrole. Donc ils créent des chocs pétroliers. Et en fait, on vit dans un monde où, avec les chocs inflationnistes que ça produit, ça fait élire l'extrême droite. Vous vous rendez compte de la situation ? Trump a été élu, notamment, pas seulement, mais la bascule s'est faite sur le fait que Biden n'arrivait pas à gérer l'inflation aux États-Unis. Donc en fait, c'est en permanence jackpot pour l'extrême droite. Ils font des guerres, ils nous collent au pétrole et donc au dérèglement climatique, et quand il y a un choc sur les prix, c'est encore eux qui ramassent la mise. Il y a le dérèglement climatique, il y a les guerres aux frontières de l'Europe, il y a votre situation sociale. Et puis, je pense qu'il y a aussi aujourd'hui une démo-anxiété autour de l'affaissement de la démocratie. Donc, en fait, oui, il y a une éco-anxiété aussi. Et ça va être à nous de vous donner les clés d'une maison qui n'est pas totalement écroulée. Je reprends en introduction la fameuse phrase... Allez-y, parce qu'il y aura une dédicace juste après. De Camus, qui dit... Je ne pensais pas, quand j'avais votre âge, que je finirais avec cette phrase-là. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Donc, ça va être vous. Et on va poursuivre, justement, Maxime. Justement, comment on fait ? Voilà, ça va être une des questions de Maxime, notamment. Eh bien, bonjour, Yannick Jadot. Alors pour commencer, on l'a évoqué, vous avez une expérience politique à différentes échelles, notamment européenne et nationale. Selon vous, quelle est la plus efficace pour concrétiser votre projet d'écologie politique ? Alors, quand on parle d'écologie, on parle des biens communs de l'humanité, que ce soit que vous émettiez une tonne de CO2 dans cet amphi ou au Burkina Faso ou en Chine, c'est la même. Elle a exactement le même effet sur nous. Donc forcément, quand vous êtes écologiste, vous êtes internationaliste. On peut pas... L'idée de l'écologie dans un seul pays, ça n'a aucun sens. Bon. Deuxièmement, dans notre construction, l'Union européenne a la compétence de l'environnement. C'est une force. Si aujourd'hui, vous savez à quel point l'hostilité de l'extrême droite, de la droite et trop souvent de ce gouvernement contre l'écologie, contre les politiques publiques. Si on arrive à résister, c'est parfois grâce aux droits européens sur la pollution de l'air, sur les animaux, sur l'eau, sur les habitats, sur la qualité des sols. Bon, bref. Donc l'Europe est évidemment soumise au même vent mauvais des politiques écologiques, mais c'est d'abord le droit européen. Et historiquement, ça nous a toujours donné de la force. Mais une bonne partie des investissements dans notre pays, 75% des investissements dans notre pays, c'est les collectivités locales. Donc ce que je veux dire, c'est que toutes les échelles sont nécessaires. Et
je le disais tout à l'heure, il nous faut aujourd'hui retrouver totalement notre ancrage à l'échelle locale. Trop longtemps, y compris parfois à gauche, on a considéré que l'échelle locale, pas la collectivité, pas la municipalité, mais il y avait un côté un peu réac. Il y avait un côté un peu d'extrême droite. Vous savez, le terroir, la terre ne ment pas. Et le libéralisme a installé la mobilité comme, au fond, vertu absolue des sociétés modernes. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez des services publics, s'il n'y en a plus, déplacez-vous. Vous voulez du boulot, déplacez-vous. Bon. Et moi, je pense que les écologistes sont des conservateurs. Pas des conservateurs au sens de conservatisme, des conservateurs au sens de la conservation. Moi, je parle souvent de terroir. Le terroir, pardon, ici, c'est pas que le pinard et le fromage. Un territoire, ça s'administre, ça se conquiert. Un terroir, ça se travaille, ça se fait vivre, ça se cultive. En Allemagne, ils ont un mot pour ça qui s'appelle Heimat, qu'on n'arrive absolument pas à traduire, mais qui dit notre attachement au lieu où on vit. Bruno Latour avait élaboré beaucoup autour des lieux à défendre, en fait, son lieu de vie qu'on veut défendre. Et je pense que dans ce monde totalement déstabilisé, où nos sociétés sont prises de vertige, que les citoyennes et les citoyens arrivent à retrouver du contrôle de leur vie à l'échelle de là où ils vivent. Ce n'est pas du localisme, hein. J'ai bien fait le lien avec toutes les autres dimensions. Mais encore une fois, par le travail, par l'engagement associatif, par la culture, par les services publics, par ces lieux d'amitié, tous ces liens sont absolument essentiels pour reconstruire de la confiance et y compris de l'ouverture à l'autre. Quand vous êtes menacé dans le lieu où vous vivez, l'autre, y compris c'est le voisin du palier d'en face, devient un concurrent, potentiellement un adversaire, voire, selon certaines idées aujourd'hui nauséabondes, un ennemi. Je pense que quand vous êtes bien là où vous vivez, quand vous retrouvez, vous avez l'impression que vous participez à la vie que vous vivez, y compris dans les décisions, et vous retrouvez, j'allais dire, de l'affiliation démocratique. Donc la question locale, elle reste extrêmement importante à retravailler et surtout à ne pas laisser aux fachos. Allez, Jules, on poursuit. Mais ça va faire le lien avec ce que vous dites sur la question de Jules. Oui, donc dans votre livre, vous défendez une écologie qui serait réaliste, capable de gouverner, là où d'autres figures écologistes, je pense particulièrement à Émeric Caron par exemple, défendent une ligne plus radicale. Est-ce que cette position relève-t-elle d'une conviction personnelle ou davantage d'une stratégie pour permettre à l'écologie d'accéder au pouvoir ? Si je n'étais pas convaincu que c'était la seule façon d'accéder au pouvoir, je ne la défendrais pas, c'est plus simple. Si vous voulez, moi j'ai toujours considéré, et j'ai quelques amis écolos ici, qu'il fallait convaincre les Françaises et les Français qui doutent de notre agenda, de savoir, c'est pas qu'ils sont contre. Je veux dire, au fond, protéger le climat, c'est un peu être comme pour le bien et contre le mal. Tout le monde a envie que l'agriculture soit sans pesticides et qu'il y ait des paysans nombreux qui gagnent correctement leur vie. Bon, vous parlez d'écologie réaliste, le mot important quand même, ça dit tout. Oui. Et donc, la question, c'est quel est le chemin ? Moi, j'ai toujours dit, et parfois ça m'a valu quelques contrariétés internes, que mon sujet à moi, comme responsable écologiste, c'était pas de flatter mes militants, c'était de convaincre ceux qui doutent. Les militants, y compris dans ce monde très polarisé, si vous voulez les flatter, c'est simple, on sort des pesticides demain, on arrête le nucléaire après-demain, si on arrive au gouvernement. On régularise tout le monde et, puisque j'ai eu la discussion avec un certain nombre d'étudiants, on légalise le cannabis à la fin de la semaine, dimanche. Samedi. Vous, c'est plutôt le samedi ? D'accord. C'était un test pour savoir quelle était votre pratique récréative.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est quoi l'écologie réalo? En fait, je pense que la vraie radicalité, c'est de s'attaquer aux questions de la racine du problème, c'est ça, étymologiquement. Et puis, c'est surtout de rendre ça possible. Enfin, franchement, encore une fois, si c'est simplement pour me faire plaisir et aller au maximum de ce qu'est mon idéal de transformation, si ça fait 2% à la fin, c'est pas très utile. La question, c'est comment j'emmène la société. Et si on est profondément démocrate, moi je pense qu'il n'y a pas de démocratie aujourd'hui sans écologie, parce qu'une démocratie, c'est quand même une capacité, je l'ai dit, à intervenir dans le débat, à participer à des choix collectifs, mais une démocratie ne tient que si elle est capable de se projeter dans le futur. Une démocratie, vous voyez bien aujourd'hui, nos sociétés sont prises de vertige. Ce que nous raconte la droite et l'extrême droite, c'est qu'il faut revenir en arrière. Bon, avec une nostalgie fantasmée de ce qu'a été la société d'avant. Bon, tout ça, vous voyez bien que ça ne nous emmène nulle part. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas de reculer. Bon. Et donc, une société qui n'arrive plus à se projeter, une société où les parents sont convaincus que leurs enfants vivront moins bien, qui ne savent pas comment ils vont vivre, qui ne savent pas comment sera fait demain, c'est une société qui, à un moment donné, transforme le débat des solutions en débat sur les boucs émissaires. La société va mal, c'est les Arabes, c'est les musulmans, c'est les Noirs, c'est les homosexuels, c'est les transgenres, c'est les femmes, c'est tout ce que vous voulez. C'est toujours un bouc émissaire. Bon. Et donc, si on veut arriver aujourd'hui à redonner confiance, il faut arriver à expliciter un chemin de transformation. Et ce chemin de transformation, vous ne le faites qu'avec les citoyens. C'est ce que j'appelle l'écologie réalo. Vous faites des compromis. Eh oui. Moi, on me dit toujours « Ah, mais tes compromis, compromission ». Je fais des compromis avec ma compagne. Je fais des compromis avec mes enfants. Je fais des compromis avec mon groupe politique au Sénat. Je fais des compromis avec les autres groupes politiques. Je fais des compromis quand je vais sur un terrain de foot. Je voudrais jouer à ce poste-là, non, mais j'ai quand même envie de jouer, donc je joue à un autre poste. Donc je passe ma vie à faire des compromis. On fait tous des compromis. Et le truc le plus compliqué de la Terre, qui est de transformer une société, de le faire qu'elle se sente, elle a envie d'être ensemble, qu'elle se sente réconciliée, le truc le plus compliqué, il ne faudrait pas faire de compromis. Pour moi, ça ne tient pas. Allez, on poursuit parce que c'est de la posture. Le temps file, Yannick Jadot. Maxime, c'est un compromis, Yannick Jadot, que je vous propose. Mais je peux faire très court. Selon l'Ipsos, le parti écologiste a un électorat précis. On peut noter donc une surreprésentation féminine des jeunes et des cadres notamment. Comment expliquer ce décalage avec les classes populaires et les territoires ruraux? Et est-ce un échec finalement de votre parti? Oui. Allez Maxime, tu enchaînes là, mais c'est très bien, voilà. Mais on gagne du temps. Non, là, mais vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, faut faire très attention à ce que, je l'ai dit, mais à 80%, toutes les enquêtes le montrent, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. À 80%, les gens veulent plus d'écologie. Pas plus d'écolo. Ils veulent respirer. Ils veulent se déplacer, ils veulent bien manger, voilà. La santé. Ils veulent de la santé, donc ils sont écolos. Bon. Et il y a une partie de la population qui peut se donner les moyens de faire ça. Mais quand vous ne pouvez pas le faire, y compris à un moment donné, vous pouvez devenir violent vis-à-vis de l'écologie. Parce que vous aimeriez bien le faire, mais vous ne pouvez jamais le faire. Et vous avez une telle ou un tel à la télé qui vous dit « Mais franchement, vous êtes coupable là. C'est le bordel, regardez le dérèglement climatique, c'est de votre faute. Vous êtes inondé, mais est-ce que vous n'avez pas une petite part de responsabilité dans le fait que votre maison elle soit pourrie, elle soit défoncée par les flottes ?» Bon, si vous faites ça, vous perdez tout le monde. En revanche, moi je suis convaincu que l'écologie aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, en s'occupant des intérêts particuliers, y compris de ceux qui, dans les classes populaires, qui sont les premières victimes de la crise écolo, vous occupez d'elles et d'eux en premier, que ce soit au fond les grands bénéficiaires de la transition écologique, dans le logement, dans les transports. Je discutais avec le Premier ministre hier qui était au Sénat.
Je lui disais, mais là, sur la question de la hausse du carburant, le truc à faire, c'est 1 million de bagnoles électriques en leasing social. Pas plus de 100 € pour les catégories les plus populaires, les plus impactées par les difficultés de transport. Ça, c'est une solution qui est à la fois bonne pour notre industrie de la bagnole électrique, en achetant français, qui est bonne socialement, qui est bonne pour le climat. C'est ça qu'il faut faire. Donc si on veut avoir les classes populaires avec nous, il faut évidemment que notre projet ne soit pas moral, que ce ne soit pas une écologie d'en bas, mais que ce soit une écologie pour elles et eux. Et puis en milieu rural, c'est Alors, c'est pas si mal, en fait, des fois, en milieu rural. Alors, pas forcément dans ces élections, hein. On va pas se raconter d'histoire, ça n'a pas été un grand succès. On va y aller sur les élections Alors, avec Jules. Ah oui, j'ai la transition de tout trouver. Donc, les écologistes ont perdu plusieurs grandes villes comme Strasbourg, Poitiers ou même ici à Bordeaux. Après la grande vague verte de 2020, que doit-on tirer comme conclusion de ces municipales 2026 ? Alors, s'il y avait une conclusion simple et unique, ce ne serait pas des élections municipales. Bon, il y a 35 000 communes dans notre pays, c'est 35 000 situations particulières, donc il faut faire très attention sur une sorte de lecture nationale, simpliste, de ce qui s'est passé dimanche dernier. Bon. Il y a une forme de normalisation. L'anomalie, c'était le fait qu'en 2020, notamment, le RN et LFI avaient trop peu d'élus. C'est-à-dire que ne s'investissant absolument pas dans les élections municipales, leur représentation au niveau municipal était totalement déconnectée de leur représentation nationale. Donc il y a une forme de normalisation. Bon. Évidemment, je ne vais pas vous mentir en disant que le grand danger, c'est l'extrême droite et c'est la montée du RN. Mais quand on regarde le RN comme LFI, d'ailleurs, ils ont plutôt sous-performé par rapport aux élections européennes. Je ne parle pas des élections présidentielles, mais par rapport aux élections européennes. Après, voilà. Bon, pour nous, il faut quand même pas nier, et je vais venir sur notre responsabilité individuelle, enfin collective. Vous avez bien vu que je pouvais ne pas être très tendre avec mon mouvement politique, mais c'est notre responsabilité. Si c'est que la faute des autres, bon, ça ne nous permet pas d'avancer et de corriger. Bon, mais on est quand même dans un moment où, je le disais au Sénat sur la loi du plomb, vous avez quand même une majorité sénatoriale de droite qui nie l'impact des pesticides sur la santé. Enfin, on en est là. On n'en est pas sur c'est difficile la transition, donnez-nous un peu plus de temps. Ils nient l'impact des pesticides sur la santé. Il y avait une enquête de l'ADEME il y a quelques années qui disait quand même que plus de la moitié des parlementaires de droite étaient climato-sceptiques. C'est-à-dire qu'ils nient pas le dérèglement climatique, ils sont climato-sceptiques comme aujourd'hui sur mais est-ce que c'est vraiment la responsabilité humaine ? Ou est-ce qu'il y a vraiment que la responsabilité humaine ? Vous voyez bien quand vous commencez à mettre ça dans le débat, à un moment donné, au fond, c'est plus tellement nécessaire d'agir si c'est pas de notre faute. Bon. Puis à la fin, c'est toujours la faute des Arabes, des Noirs et des musulmans. Donc pour eux, c'est simple. Bon. Donc, on est beaucoup attaqué, mais on est aussi rentré dans un cycle où c'est plus simplement, oui, il faut lutter contre le dérèglement climatique, c'est comment on met en place une ZFE, comment on met en place la limitation de l'artificialisation des sols, comment on met en place la transition énergétique, tout ça. Donc on est dans le dur. Donc au fond, un mouvement qui a autant gagné culturellement l'écologie, crée à un moment donné le contre-récit, c'est logique en politique et en démocratie. Bon. Donc ça, faut pas enlever ça. On s'en est quand même pris plein la gueule et ça va pas s'arrêter. Bon. Parce qu'on touche à des intérêts. Je veux dire, faut pas. Bon. Quelle est notre part de responsabilité ? Moi, je considère qu'aujourd'hui, la façon dont la stratégie de mon mouvement est obsédée par la réconciliation de la France insoumise et du Parti socialiste participe de la disparition de nos idées et rend confuses nos valeurs.
Et vous savez, quand vous voulez convaincre, il faut qu'à un moment donné, il y ait une sorte de centre de gravité, il faut qu'il y ait une gravité, que ce soit gravitationnel, c'est-à-dire que les gens se disent « Waouh, c'est là que ça se passe », qu'il y a un mouvement, c'est ce qui s'était passé en 2019, en 2020, autour de l'écologie réalo. Hein. Il n'y a jamais que l'écologie réalo qui a fait des voix dans notre pays. Hein. Le reste, c'est ce qu'on appelle un mouvement centripète. C'est-à-dire qu'en fait, vous portez quelque chose qui recompose le paysage politique, dont chacune voit que c'est essentiel, même si on ne partage pas tous la même façon de faire. Bon. Donc c'est un mouvement centripète, vous attirez. Et bien à un moment donné, quand vous parlez plus que des autres, quand l'écologie n'est plus un projet qui doit porter dans la société au moment où la crise écologique est très forte, de plus en plus dure, et au moment où on est attaqué, et que vous parlez en permanence de... vous êtes un animateur de la gauche, plus qu'un élément de recomposition du projet de la gauche, et ben en fait, vous disparaissez un peu sur le fond. Et ce que j'expliquais dans votre journal, ce que j'expliquais par ailleurs, je l'explique depuis un bon moment, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment centrifuge qui est très dangereux pour l'écologie politique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, à force de parler des autres, ben, les gens ils vont voir ailleurs. On va poursuivre. On va essayer de tenir. On va prendre la dernière question que vous aviez, la question 6, Maxime. Elle sera pour toi. Et une fois que ça sera posé, on va changer les étudiants. On va accueillir tout de suite après Marie, Chloé et Lubin. Est-ce que j'ai un taux de réponse de 50% ou moins ? Ah, on est largement au-dessus des 50%. On est pas mal là. On est pas mal ? Ah, on est pas mal du tout. Oui, on laisse une question totalement. en route ou deux. Maxime, parce qu'on va essayer de tenir. On a jusqu'à 19h. Pour reprendre ce que vous disiez sur le RN, donc, que vous évoquez dans votre livre, tout de même, ils ont tout de même triplé le nombre de communes qu'ils vont gérer donc, pour les 6 prochaines années. Et donc, comment les forces écologistes doivent-elles, selon vous, faire réagir face à cette progression, notamment sur le terrain de l'identité et de la sécurité, qui sont quand même largement investis par le RN ? Alors, oui, non, mais je ne néglige pas du tout la percée du RN et le renforcement de la droite dans beaucoup de villes moyennes. Allez-y, on va changer le plateau en même temps. Et donc, comment on fait ? Moi, je pense qu'il y a une facilité dans laquelle on ne doit pas tomber, qui est de dire, au fond, le projet de la gauche, c'est l'antifascisme. Qu'on me comprenne bien. Le fascisme est de retour. On a construit l'Union européenne pour sortir de la guerre et sortir du fascisme. La guerre est sur le territoire européen et les fascistes ou l'extrême droite, ils sont de retour. Mais pour moi, l'antifascisme, c'est un combat. C'est un combat absolument essentiel. Mais ce n'est pas un projet. Si on n'arrive pas dans notre pays à ce que nous, ce que j'appelle parfois la social écologie, c'est-à-dire qu'au fond, cet espace politique-là, on n'arrive pas à avoir un récit pour notre société et un projet qui convainc, qui enthousiasme, qui emmène la société et qui lui donne la capacité à se mobiliser et à se projeter collectivement, on n'y arrivera pas. L'antifascisme a perdu aux États-Unis. L'antifascisme, ça n'est pas efficace électoralement. Et y compris, il y a un biais à faire que de l'antifascisme. Encore une fois, je dis que c'est un combat essentiel, hein, mais à faire de ça notre projet pour 2027, puisque au fond, c'est un peu de ça dont on parle. C'est qu'en fait, quand les gens ils disent ça fait des années que je suis méprisé. Depuis 2002, on me dit il faut voter contre l'extrême droite. 2002, c'est Le Pen au deuxième tour, le père. Depuis 2002, on me dit qu'il faut voter pour l'extrême droite. Et je comprends. Je veux dire, les mecs, vu d'où ils viennent, vous pouvez prendre les références historiques aux années 30, vous pouvez prendre les références historiques à Pétain et à la collaboration, à l'OAS, vous pouvez prendre les références géographiques, je dirais, à Trump, à Orban, tout ça. Tout ça est juste. Mais quand, à un moment donné, on vous dit en permanence votez contre l'extrême droite et que les gouvernements successifs ont organisé l'impuissance publique à régler les problèmes. Mais les gens, ils se disent, mais attendez, pardon, en fait, ça me sert à quoi la démocratie ? Je suis davantage précarisé, j'ai des difficultés, pour mes enfants, je ne vois pas leur avenir, je vois, ça ne règle pas les grands défis, ça ne règle pas les problèmes du quotidien. Donc, si vous dites à celles et ceux qui disent aujourd'hui, j'en ai marre d'être méprisé, tous ces guignols là qui nous gouvernent, cette élite qui me méprise, qui ne me reconnaît pas ma dignité, ni mes compétences, ni mon talent, ni mon identité, mon machin, mon truc, tout ça. Bon.
si vous leur dites en permanence votez contre l'extrême droite, ça ne suffira pas. Et y compris si vous leur dites, parce qu'ils se sentent pas reconnus, parce qu'ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, au fond, implicitement, vous êtes des fachos, enfin, vous vous rendez compte, c'est une extraordinaire banalisation du fascisme. Les gens vont se dire, mais en fait, il me dit que je suis facho parce que je suis prêt à voter pour l'extrême droite, parce que j'ai des problèmes de pouvoir d'achat. Mais alors, si c'est ça le fascisme, c'est que c'est pas grave, en fait. Donc, pour ma part, sur la question du RN, il faut combattre l'extrême droite avec force, mais si on ne construit pas des solutions du quotidien et un récit pour notre pays, c'est perdu en 2027. On poursuit avec Lubin. Mais justement, ça va évoquer 2027, justement. Oui, Jacques Ellul, pionnier bordelais de l'écologie politique, qui porte le nom aussi d'une de nos amphis à côté, était défavorable à la création d'un parti écologiste car il considérait qu'il y aurait inévitablement une fragmentation des partis selon leur positionnement sur le clivage droite-gauche. On entend fréquemment dans les médias parler d'une écologie de droite et même le RN, lors des élections européennes, avait la prétention d'avoir à ses côtés des alliés écologistes avec le parti Les Localistes. Quel est votre regard sur cette fragmentation partisane ? Est-ce que le social doit être... est-ce qu'il ne doit pas y avoir de parti socialiste parce que le social, tout le monde en parle est-ce qu'il ne doit pas y avoir de parti, les Républicains, parce que la République, tout le monde en parle? En fait, on pourrait le dire autrement. Est-ce qu'il y a une écologie de droite? Est-ce que c'est possible? Je pense qu'il y a une écologie de droite. Alors là, on ne la voit plus. Hein. Honnêtement, les kosciusko-morizets... Alors, je vous parle de gens que... On peut quitter le paysage, là, pour le coup. Oui, non, mais je suis d'accord. Gouvernemental. Mais ce que je veux dire, c'est que cette écologie de droite, qui au fond, qui peut tourner, qui peut être engagée sur un certain nombre de combats, peut-être avec un peu plus de technosolutionnisme ou un peu moins de répartition des richesses, tout ça, je crois. Et puis surtout, moi, ma conviction, c'est que, par exemple, on parlait des municipales, il n'y a pas que les maires écolos qui font de l'écologie. Je veux dire, quand un maire, il fait une cour oasis dans une école, il fait de l'écologie, en fait. Bon. Donc, heureusement, il y a beaucoup de monde qui en fait. La question, c'est est-ce qu'il faut un parti politique pour, non pas simplement protéger l'environnement, ça, au fond, c'est le travail des associations, si vous le limitez à ça, mais qui articule qu'est-ce que peut être, si on prend la question du climat, la décarbonation de l'économie, avec l'aménagement du territoire, la construction d'usines autour de la transformation des renouvelables, des machins, des trucs. Avec ce qui est au cœur pour nous, la question de la justice sociale. Qui va bénéficier de cette transformation ? Je veux dire, au fond, vous avez toute une série de gens qui, aujourd'hui, sont prêts à se construire des villes, des villages, où ils sont parfaitement écolos, ils respirent pur et tout. Et puis ils laissent les autres à l'abandon. Bon. Donc l'écologie politique, c'est une conception de la société. C'est une conception de la transformation qui articule évidemment la protection de l'environnement, mais avec les enjeux de démocratie, avec les enjeux de la République, du régalien. La droite, par exemple, se gargarise en permanence d'être les champions de la sécurité. La dernière fois que la droite, qui se nomme comme telle, parce que bon, quand même, le macronisme, bon, c'est quand même aujourd'hui ni de gauche quand même. Hein. Mais c'était Sarkozy, le dernier président qu'ils ont eu. Hein. Bon, si vous voulez, moins 13 000 policiers, la fin de la police de proximité, de la déstabilisation du renseignement intérieur juste avant qu'on ait eu les attentats, et la guerre en Libye qui a mis des armes sur l'ensemble du Sahel et qui a déstabilisé toute la région. Donc que ces gens-là nous fassent des leçons de sécurité est une aberration. Mais, et c'est ce que je dis aussi dans mon bouquin, si vous me permettez, on ne peut pas laisser la question de la sécurité, on ne peut pas laisser la question de l'identité. Quand trop de nos concitoyens se demandent si notre pays va se dissoudre dans l'obscénité de la mondialisation, qui ne savent pas qui dirige quoi, qui ne savent pas qui ils sont. Si on laisse juste l'extrême droite répondre à cette question-là, ils ne répondent pas aux gens pourquoi vous êtes français. Ils disent toujours qui n'est pas français. Et quand vous avez Bardella qui parle de l'identité française, qui parle de Victor Hugo, qui parle de Marc Bloch, qui parle de De Gaulle, alors que leur histoire, c'est quand même Maurras, Pétain et l'OAS,
Donc, si vous voulez, on ne peut pas les laisser braconner sur nos identités politiques, mais en disant bien que notre pays est un pays politique, ce n'est pas un pays ethnique. Voilà. Et donc, il faut qu'on s'empare de ces sujets-là. Il ne faut pas qu'on les laisse tout seuls. C'est comme l'histoire des terroirs. Il ne faut pas qu'on les laisse prendre en main toutes les réponses aux angoisses de nos concitoyens, parce qu'on considérait que c'est un débat un peu sale. Chloé. Oui, si on revient sur la France et la question de la justice, l'affaire du siècle et l'affaire Grande-Sainte ont marqué le saisissement du climat par le juge. Le mouvement des droits de la nature envisage même de reconnaître la personnalité juridique à des entités écologiques. Placez-vous donc le droit comme une arme au service de la cause idéologique ? Oui. Oui, je l'ai dit, le droit européen est essentiel. Il faut continuer, même si les COP climat n'aboutissent pas à grand-chose, à partir du moment où on considère que c'est un enjeu pour l'humanité, donc c'est un enjeu de coopération multilatérale, eh bien, il faut continuer à ce que ça existe, il faut faire en sorte que ça existe mieux, que les pays prennent des engagements, mais cette coopération-là, elle est importante parce qu'elle produit du droit, certes mou au niveau international, mais ça produit du droit et tous les ans, les scientifiques font le bilan, on en débat, donc c'est important. Au niveau européen, c'est du droit dur, évidemment. Donc voilà, la France est régulièrement condamnée sur les espèces chassées, sur la qualité des sols, sur la qualité de l'eau, sur la pollution de l'air. Bon, voilà, donc c'est un levier. Mais ce que vous racontez, ça raconte d'abord un échec, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du droit et les États ne l'appliquent pas. Et donc, vous portez... alors, ce qui est intéressant, c'est que la Cour internationale de justice, si je ne dis pas de bêtises, en octobre, non, peut-être en septembre, ou fin juillet, pardon, fin juillet, la Cour internationale de justice a reconnu le fait qu'on pouvait attaquer les États sur la non-conformité de leurs engagements climatiques parce que c'était un sujet profond d'intérêt général et de sécurité des populations. Donc en fait, la Cour internationale de justice a justifié les procès contre les États. Alors, parfois ça a marché, sauf que malheureusement, par exemple en France, ça a beau marcher, l'État a été condamné, mais cette année, c'est moins 1,6% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est au moins 4 fois moins que ce qu'il faudrait faire. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrive surtout à emmener la société sur ça et pas simplement faire condamner un État quand il n'agit pas, c'est souhaitable et ça nous fait du bien, mais si ça ne le fait pas bouger d'un iota, c'est qu'on est quand même dans la défaite. Marie. Donc bonsoir Monsieur Jadot. Dans votre livre, vous écrivez que le nucléaire, c'est une grosse cocotte minute, voire un projet en soi, un mythe, une fois. Croyez-vous que l'indépendance énergétique de la France soit possible sans le nucléaire, alors que les tensions géopolitiques mettent en danger notre souveraineté énergétique ? Alors, l'indépendance énergétique de la France, avec le nucléaire. Est-ce que vous savez d'où vient notre uranium ? De Ouzbékistan, Kazakhstan, bon, le Niger, c'est perdu. Tout ça est sous influence russe, d'accord ? On importe de l'uranium enrichi de Russie. On paye aujourd'hui, on parle toujours des sanctions sur la Russie. Il y a 2 secteurs que la France arrive à exclure des sanctions, c'est le nucléaire et les engrais. On passe notre temps à enrichir et on continue à envoyer des déchets. On a des contrats en permanence avec Rosatom. Nos géants du nucléaire, EDF, Framatome et Orano, ont des contrats avec Rosatom, qui est une entreprise d'État russe à la main de Poutine, en pleine guerre. Donc ce que je veux dire, c'est que l'indépendance énergétique, c'est de la blague. D'accord ? Ça peut être un choix, c'est décarboner le nucléaire. Je ne conteste pas ça. La seule question qu'on a à se poser aujourd'hui, c'est on a 75% de notre électricité d'origine nucléaire, donc ça, on a des réacteurs qui vont durer encore un bon moment, parce que c'est comme ça, on est dépendant du nucléaire. Bon. Le gouvernement a choisi de faire voter une loi, une programmation énergétique qui prévoit 6 plus 8 EPR2. C'est
la nouvelle génération de réacteurs nucléaires. L'EPR qu'on a construit à Flamanville, il a eu 12 ans de retard et on est passé d'un budget de 3 milliards à 20 milliards. D'accord ? Et il fonctionne toujours assez mal. Les EPR2, on est à peu près sur la même logique de prix. On sera autour de 20 milliards la tête d'EPR2. Bon. Mais pour être installé en 2040 au mieux. C'est ça si on n'a pas de retard. Encore une fois, partout où on construit des réacteurs nucléaires, on prend généralement 10 ans de retard. Mais bon, imaginons qu'ils tiennent les délais. 2040, on fait quoi d'ici là ? On fait quoi ? On attend ? Ou on se dit que de toute façon, on a un enjeu absolument essentiel, c'est de décarboner notre économie. Donc ça veut dire, au fond, pour faire simple, de la sobriété, des économies d'énergie, et puis de l'électrification de nos usages. Donc on passe de la chaudière à gaz à la pompe à chaleur, en ayant rénové le logement, on passe à la bagnole électrique, les transports collectifs, on aménage tout ça. Bon, bref, c'est tout ça le sujet. Et aujourd'hui, dans les 15 ans qui viennent, de toute façon, même si on est pro-nucléaire, la seule électricité qu'on peut installer, c'est l'énergie renouvelable. Et en plus, regardez en Nouvelle-Aquitaine, c'est des entreprises sur votre territoire. Donc pour ma part, si je suis profondément anti-nucléaire, parce que je pense que c'est le dernier avatar du soviétisme dans notre pays. Bon, peu importe, c'est pas transparent, il n'y a que de l'argent public. C'est comme le plan quinquennal, les mecs qui disaient « nous réussirons le plan quinquennal même si ça doit nous prendre 15 ans ». Bon, c'est ça le nucléaire dans notre pays. Mais peu importe, ça existe, c'est là, il faut le sécuriser, machin. Mais en réalité, aujourd'hui, 95% des nouvelles capacités de production électrique dans le monde, c'est les énergies renouvelables. C'est le solaire et c'est 2 fois moins cher que le nucléaire. Là, aujourd'hui, les EPR qui sont sur la table, c'est-à-dire que l'État, il va le faire probablement à travers la Caisse des dépôts, doit sortir 100 milliards. 100 milliards. Les énergies renouvelables, c'est essentiellement le privé. Et comment vous allez dire à vos consommateurs que le nucléaire qu'on va installer, vous allez payer l'électricité 2 fois plus cher que tous vos voisins. Donc pour moi, au-delà du risque, au-delà de la question des déchets qu'on n'arrive toujours pas à gérer, notre ambition demain, c'est d'installer des énergies renouvelables. Voilà. Oui. Oui, en 2023, l'Agence internationale... Ça, le soleil, le vent, l'eau, la biomasse, tout ça, ça appartient à personne. Alors certes, il faut faire des usines pour produire les panneaux photovoltaïques pour éviter d'être dépendant de la Chine, mais une fois que le panneau est installé, vous n'avez plus besoin de la Chine pour avoir du soleil. On revient à l'eau. Donc, en 2023, l'Agence internationale de l'énergie calcule qu'il y a eu les prélèvements associés au centre de données de l'intelligence artificielle avaient dépassé 5 000 milliards de litres, c'est-à-dire l'équivalent de toute l'eau potable que peut produire la France en un an, mais aussi si on compare avec la consommation d'eau mondiale en bouteille, qui est de 446 milliards de litres. Donc c'est encore moins que la consommation de l'intelligence artificielle. Donc est-ce que l'IA est-elle compatible avec la transition écologique que vous défendez ? Alors dit comme ça, non. Et vous ne parlez pas de l'emprise sur l'énergie. C'est extrêmement énergivore, les centres de données. Après, la question, ce qui est terrible, et on a eu le même débat sur la 5G, dans l'intelligence artificielle, c'est plus, évidemment, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à poser le débat, des usages, est-ce que tout est utile, et quels pourraient être les lots, qu'on appelle les lots technologies, c'est-à-dire qu'en fait, des technologies à faible consommation qu'on pourrait mettre en œuvre pour assumer un certain nombre d'innovations technologiques. Et là, c'est vrai que c'est un enjeu de souveraineté. C'est important qu'on ait des centres de données sur notre territoire. On ne va pas tout mettre nos données aux États-Unis. Vous voyez bien l'enjeu aujourd'hui de souveraineté, de protection des données personnelles et de démocratie. Donc c'est normal qu'on en mette sur nos territoires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui commandent les centres de données, c'est les GAFAM. Donc on revient au débat de tout à l'heure. C'est Elon Musk, c'est Zuckerberg, c'est Google qui aujourd'hui installent auprès des collectivités ou
demande aux collectivités d'installer des centres de données. Donc on a un impact écologique absolument dramatique. Et donc ça renvoie aussi à ce que doit être l'éducation dès le plus jeune âge, à un usage modéré et intelligent de l'intelligence artificielle, et puis pas laisser, encore une fois, des milliardaires fachos organiser l'économie mondiale. Parce que c'est quand même ça qu'ils font aujourd'hui. Hein. Si l'économie aux États-Unis tient la route encore malgré Trump, malgré ses droits de douane, tout ça, c'est la bulle de l'intelligence artificielle. Ces gens-là font des milliards et des milliards sur notre dos par tout ce que, vous savez, vous laissez comme données, comme dans tout ça. Donc oui, il y a à encadrer, c'est toujours la même chose. Je veux dire, l'innovation, pourquoi pas ? Si elle est utile, personne ne va dire que l'intelligence artificielle en médecine, c'est une bêtise. Tout le monde en est convaincu. En revanche, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est aussi utilisé contre nous. C'est un objet éminemment spéculatif et avec potentiellement des usages. Quand vous voyez la dernière étude, potentiellement 5 millions d'emplois perdus dans notre pays. Alors, c'est quand même, si on n'organise pas les transitions écologiques et sociales de ça, encore une fois, on sera aux mains de groupes qui sont loin de nos idées démocratiques. On va rester dans l'économie. Lubin, et il nous reste 10 minutes. Oui, l'an dernier, nous recevions à votre place Timothée Paric, qui est un économiste qui travaille sur la question de la décroissance. Lors de votre campagne en 2022, vous avez dit que vous n'étiez pas en faveur d'une économie qui décroît. Je ne crois pas que vous en parliez dans votre ouvrage. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la décroissance ? Alors, j'en dis un mot. Pourquoi Non, parce que, si vous voulez, c'est quoi la décroissance au départ ? L'idée de Latouche et Ariès, notamment, qui ont été les deux concepteurs les plus forts de la décroissance, c'était l'idée d'un mot obus qui nous oblige à nous interroger sur la croissance. La croissance étant la croissance du produit intérieur brut. En disant, c'est quand même débile, vous avez une marée noire, ça fait croître, vous avez une épidémie, ça fait croître le PIB, alors que ce n'est pas du bien-être collectif. À l'époque, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait fait un comité des Nobel autour des indicateurs de richesse. Et ils avaient tous conclu qu'évidemment, il faut changer nos indicateurs de richesse pour intégrer l'éducation, pour intégrer la santé, pour intégrer le bien-être collectif, qui soit un vrai indicateur de richesse collective ou de prospérité collective, plutôt que simplement le PIB, dont on ne voit pas bien comment il est réparti, à quoi il sert et tout ça. Bon. Donc, si vous voulez, à partir du moment où la croissance du PIB est un indicateur, pour ma part, biaisé et mal foutu de notre prospérité collective, je ne peux pas considérer que le mot inverse soit une bonne idée. Si vous voulez, moi, ce que je défends, c'est qu'on ait d'autres indicateurs de prospérité. Pas d'envoyer dans le... Si vous voulez, ce mot obus est en train de devenir, on parlait des catégories populaires tout à l'heure, est en train de devenir un mot écran pour l'écologie. C'est que les gens, quand ils entendent décroissance, ils entendent récession, en fait. Alors, si vous devez passer un quart d'heure, ici, ça peut être sympa qu'on discute de la décroissance, parce qu'on a le temps, parce que vous écoutez attentivement. Mais si, à chaque fois que je vais en média, je parle de la décroissance, et que les gens entendent récession, perte de boulot, sobriété subie, écoutez, je perds les gens, en fait. Donc, je m'intéresse à mes amis écolos, je m'intéresse à une partie d'entre vous, et les autres, je les ai perdus. Donc, moi, je ne veux pas utiliser des termes qui, encore une fois, créent des écrans avec celles et ceux que je veux convaincre. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, la décroissance. Mais à un moment donné, encore une fois, de l'origine de la décroissance, c'est bien sûr qu'il faut décroître le carbone, bien sûr qu'il faut décroître les pesticides, tout ça. Je vais le répéter 100 fois. Mais si la perception que les gens qui sont en difficulté, qu'on veut aider d'abord, c'est la décroissance, c'est vraiment le truc des écolos pour des bourgeois qui ont envie de se serrer la ceinture, mais qui prendront quand même l'avion une fois par an pour aller en vacances, alors que moi, je me ferai engueuler parce que j'utilise mon diesel pour aller 3 jours en camping. Bon, vous voyez bien, ça ne marche pas.
Vous avez sûrement entendu parler de cette actualité. En octobre dernier, une enseigne d'ultra fast fashion chinoise s'est implantée dans un centre commercial français à Paris. Son modèle est manifestement incompatible avec les droits humains et les impératifs écologiques. Pourtant, ses défenseurs invoquent le pouvoir d'achat. Que leur répondez-vous ? Vous voyez, typiquement, on est dans le même débat en fait. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat, évidemment. Il y a aussi ce que peut être l'addiction aux réseaux sociaux et à un certain modèle de consommation, et ce que peut être l'achat compulsif fait en 5 minutes avec votre téléphone. Je pense qu'il y a là à faire beaucoup de pédagogie, en vrai. J'étais hier, on recevait au Sénat une délégation de Ouïghours. Il y a un génocide, vous le savez, en Chine sur les Ouïghours. Et ils étaient là parce qu'ils essayent, évidemment, avec l'actualité, la question ouïghour est quand même reculée, malheureusement, dans l'agenda international. Mais c'était les 10 ans des premiers camps de concentration dans la région ouïghour, dans la région du Xinjiang, mais ils n'aiment pas trop qu'on appelle ça le Xinjiang. Bon, bref. C'est eux qui font les pièces. Une femme, parce que ce sont souvent des femmes, peuvent travailler 70, 80 heures par semaine, sans vacances. Généralement, ils sont à 3, 4, 5 centimes par pièce conçue. Bon, donc ça fonctionne sur l'exploitation. Je suis convaincu que celles et ceux qui achètent ne se doutent pas que de l'autre côté de la chaîne, ça crée ce drame absolu. Et donc, effectivement, il faut casser ce modèle, y compris en France, si je ne dis pas de bêtises. C'est dans le livre, je fais un peu la promo, mais parce que j'ai plus les chiffres en tête. En 10 ans, on a augmenté, je crois, de moitié quasiment nos achats de vêtements, en nombre de vêtements, pour des vêtements qu'on utilise 3 fois moins. Donc il y a aussi un enjeu de quel est le sens, au fond. Est-ce qu'il y a un sens commun dans la société qui fait qu'à un moment donné, un modèle de consommation aussi prédateur ne soit pas aussi une source, au fond, d'émancipation ou d'épanouissement. Et ça, c'est un travail qui est dur, qui est long. Mais à partir du moment où ces vêtements-là sont faits grâce à l'esclavage de l'autre côté de la planète, ça doit être interdit, c'est tout. Ça ne doit pas rentrer sur le marché européen. C'est tout, c'est comme ça. Je veux dire, il n'y a pas la question de est-ce que c'est cool d'acheter une robe à 3 € ou à 10 € et le lendemain, elle ne me va pas, je la jette en fait. Et comme c'est en plus, il y a toujours du plastique là-dedans, c'est pas recyclable et ça finit en Afrique et ça détruit encore plus les modèles de production africains. Donc il y a ce qui est inacceptable et c'est à ça que doit servir l'Union européenne. Ça doit bloquer les produits de ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. Pour respecter les droits des ouvrières et des ouvriers, ne pas détruire toutes nos enseignes de centre-ville, et puis avoir des modèles de consommation plus vertueux. Mais je vois qu'il y a aussi à côté, se développe pas mal la seconde main, et que ça aussi, alors c'est plutôt une niche, je suis d'accord, mais ça se développe aussi, cette volonté de ne pas être dans des modèles de surconsommation où tout devient jetable. Il nous reste 2 minutes pour faire une dernière question. Rapide, ce sera rapide et après je vous laisserai le mot de la fin. Et après, il y aura votre dédicace pour ceux qui veulent signer et acheter le livre de Yannick Jadot. Ce sera juste après, pendant un petit moment. Alors, la toute dernière question, c'est pour vous, quel est l'impact de la guerre en Iran, en Ukraine, sur la France et la politique écologique ? Les enjeux écologiques passent-ils au second plan par rapport aux questions géopolitiques ? Et comment analysez-vous l'évolution de la place du changement climatique dans les relations internationales ? Alors, la place du changement climatique, incontestablement, elle a rétrogradé et que, évidemment, à partir du moment où, par exemple, on parlait des lobbies, Total passe des accords avec le gouvernement américain pour aller chercher toujours plus d'hydrocarbures. Bon, groupe français. Donc, en fait, il y a une sorte de déni du dérèglement climatique et d'une remise en cause, y compris de l'action internationale. Et derrière, évidemment, tous ceux qui n'avaient déjà pas envie de faire grand-chose, ils disent écoutez, regardez ce qui se passe aux États-Unis, tout ça, pourquoi nous, on ferait notre part. Bon, donc,
il y a un affaissement de la responsabilité politique autour de cet enjeu majeur, ce qui est une faute, parce qu'encore une fois, si on le prend pas sur le mode le dérèglement climatique et les générations futures, mais on le voit aujourd'hui, être indépendant, souverain sur notre énergie et ne pas dépendre du pétrole du Golfe, c'est quand même intéressant en termes de souveraineté. Si ça doit passer par les énergies renouvelables, des mobilités douces et de la bagnole électrique, des pompes à chaleur, des maisons rénovées, tout ça participe d'un projet de société, en fait. Bon. Donc, oui, il y a un déclassement. Après, l'impact, malheureusement, on n'est pas en bas du toboggan avec ce qui se passe en Iran. Malheureusement, vous voyez bien, l'enjeu de Trump n'est pas de sauver les Iraniennes et les Iraniens, dont il se fout dramatiquement, en fait, hein, ce qui est d'un cynisme absolu. Avec, vous voyez bien aujourd'hui, quand vous regardez le Liban, quand vous regardez la Cisjordanie, vous regardez Gaza, vous regardez l'Iran, tout ça, et tout ça part en quenouille. Et mon drame, c'est que l'Europe pèse nada, walou, zéro. C'est notre voisinage, on pèse rien, comme si en fait on n'avait aucun moyen de pression. En se planquant, enfin bon, on a fait intervenir le porte-avions Charles de Gaulle, mais pour défendre, pas pour défendre les Iraniennes et les Iraniens, ou les Libanais, ou les Palestiniens. On va défendre le Qatar, les Émirats arabes unis, parce qu'ils achètent des Rafales. Franchement, faisons une collecte pour que les Palestiniens achètent un Rafale. Même sans moteur, sans bombe, tout ça, peut-être qu'on commencera à les défendre, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de cynisme absolu. L'Europe, l'Union européenne, c'est le premier marché des produits du Moyen-Orient. Et même pas nous utilisons cette puissance-là. Même pas nous utilisons ce levier-là. Donc, je suis un peu désespéré. L'impact, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on nous dit toujours « Ah, faut pas… alors vous avez appris ça, ajuster les salaires sur l'inflation », ce qu'on appelle la boucle inflation-salaire. Mais en réalité, on n'est pas dans les années 80. Avec la Banque Centrale Européenne, tout ça, c'est fini. L'inflation galopante qui part dans tous les sens et qui ferait qu'il y aurait une dérive des salaires dans notre pays. Bon. La réalité, c'est que la seule boucle qui existe, c'est une boucle inflation extrême droite. Les gens, aujourd'hui, ne supportent pas les chocs inflationnistes parce qu'ils ont l'impression d'être encore plus déstabilisés, que le dernier truc qu'ils pouvaient acheter, un peu de plaisir, c'est fini, et qu'ils vont devoir, machin, tout ça. Bon, bref. Donc, il nous faut, pas faire le bouclier énergétique comme on l'a fait au moment de la guerre en Ukraine, 40 milliards qui a bénéficié à ceux qui en avaient le moins besoin, qui consommaient le plus d'énergie, mais qui n'avaient pas de problème de revenus ni de pouvoir d'achat. Donc, il faut cibler les populations qui subissent le plus la hausse du prix des carburants, par exemple, ou la hausse des prix de l'énergie, y compris les professions qui sont touchées. Donc ça, c'est à faire. Et puis, je l'ai dit, construire la transformation. Mais enfin, franchement, je ne sais pas comment ça va finir, cette affaire. Mais si l'Union européenne est infoutue de se redresser face à Trump et à peser un peu dans les affaires du monde, on va être balayé. Parce qu'encore une fois, ce qui est fou, c'est que l'impuissance qu'affiche l'Union européenne sur tout ça, c'est ça qui est le pire. L'impuissance qu'affiche l'Union européenne vis-à-vis des extrêmes droites mondiales, ça sert l'extrême droite chez nous. C'est des trucs, si vous voulez, ils bénéficient de tous ces cercles de renforcement. Plus c'est le bordel, de toute façon, plus il y a de malheur, mieux ça marche pour eux. Donc ils n'ont aucun intérêt à résoudre les problèmes. L'extrême droite n'a aucun intérêt à résoudre les problèmes. Leur sujet, c'est que ça aille mal, qu'ils arrivent à convaincre qu'il y a des coupables dans notre société qui sont toujours, d'une façon ou d'une autre, l'étranger, et que tout ça aille mal. Donc, franchement, enfin, si l'Union européenne ne se réveille pas maintenant face à Trump et face aux guerres de son voisinage, ça va être chaud pour vous, hein. Déjà pour nous aussi, hein. Mais vous avez plus longtemps devant vous. Merci Yannick Jadot. Je vous laisse le mot de la fin. Allez, une petite conclusion et vous pourrez l'applaudir. Une petite conclusion, je l'ai dit, c'est vous maintenant. Nous on est là, on a encore quelques années, il ne faut pas déconner, hein, mais nous enterrez pas non plus trop vite. Mais en réalité,
Moi, je vois ça, le monde d'aujourd'hui, je vois ça comme un immense gâchis, en fait. On n'a jamais eu une telle science. On n'a jamais eu autant de solutions. On n'a jamais eu des gens aussi formés. Bien sûr, il y a des problèmes dans l'éducation, tout ça, mais enfin, quand même, le niveau d'éducation, de formation dans nos sociétés s'est élevé de manière assez extraordinaire. Bon. Et en fait, on a l'impression qu'on est toujours en train de creuser un peu plus profond. Et donc, il y a un moment donné, si la société est capable de réaliser son talent, sa capacité, ses énergies à aller vers le bien, eh ben, je pense qu'on aura gagné. Mais pour l'instant, reconnaissons que c'est un peu le vide qui nous aspire. C'est un peu, vous savez, c'est cette histoire de vertige. Quand vous avez le vertige, vous avez du mal à regarder devant et le potentiel extraordinaire que vous avez pour franchir l'étape, et vous êtes aspiré par le vide et les pulsions régressives. Donc, c'est à nous de décider, en fait, en vrai. Il n'y a que nous. C'est à nous de décider. Si on veut, on peut. Merci Yannick Jadot pour ce mot de conclusion. Merci aux étudiants de Sciences Po. Et donc, dédicace à la sortie pour votre livre « Climat, la drôle de guerre ».